Bonjour à tous, nous recevons aujourd'hui le philosophe Dominique Bourg. Dominique Bourg, bienvenue sur le plateau de Face à Face. Bonjour. Vous êtes enseignant à la faculté de géosciences et de l'environnement de l'université de Lausanne et vous avez présidé le conseil scientifique de la Fondation pour la nature et l'homme, créé par l'ex-ministre français de la transition écologique et solidaire Nicolas Hulot. Que de titres, hein. Vous êtes un homme de science et un homme médiatique et en même temps vous avez pris part à des processus décisionnels substantiels. Vous avez notamment collaboré à l'élaboration de la charte environnementale aujourd'hui adossée à la Constitution française. Vous venez nous présenter votre nouvel essai, Une nouvelle Terre, qui fait le constat de l'état d'urgence dans lequel est plongée notre planète. Dominique Bourg, ma première question est la suivante. Quand on écrit un tel ouvrage, à qui pense-t-on? À qui s'adresse-t-on? S'adresse-t-on aux politiques, aux citoyens, aux experts? Excellente question. C'est pas facile de répondre parce que quand on rédige un ouvrage comme ça, on s'adresse un peu à un public abstrait avec des cibles diverses. Enfin, moi, je dirais que la cible privilégiée, c'est le citoyen cultivé. Parce qu'effectivement, un livre comme ça suppose parfois des références. Si on ne les a pas, c'est peut-être plus difficile à lire. Mais voilà, c'est, je dirais, ce qu'on appelle en termes d'édition le moyen public. Mais c'est pas les femmes ou les hommes politiques ne sont pas une cible a priori. Si certains d'entre eux ou d'entre elles lisent, tant mieux. Mais ce n'est pas nécessairement à eux qu'on pense. Alors, on ne pense pas non plus exclusivement à ses collègues, même si on peut parfois, quand on écrit telle ou telle chose, avoir à l'esprit tel ou tel collègue. Voilà, mais c'est un public assez abstrait. On appelle ça moyen public, en fait. Un moyen public, est-ce que vous comprenez qu'on peut avoir de la peine à rentrer sur vos terres quand on ne dispose pas de l'artillerie du langage philosophique ? Oui, alors ça c'est juste. En tout cas, j'ai essayé pour ma part d'éviter, alors vous allez me dire vous n'êtes pas arrivé chaque fois, mais d'éviter un jargon trop encombrant. Maintenant, quand on veut désigner certaines réalités un peu particulières, il est très difficile quand même difficile d'y échapper, n'est-ce pas? Oui, difficile d'y échapper, mais en tout cas, la volonté, c'était d'avoir une écriture limpide. Alors parfois, effectivement, qui charrie des références, si on ne les a pas, c'est plus difficile à comprendre, mais en tout cas, d'éviter une complexité gratuite. Limpide, et nous allons voir un peu plus tard que certains termes peuvent être expliqués de façon relativement simple, c'est ce que vous nous disiez. Le champ lexical de l'effondrement, géopolitique, politique aussi, à quelque part, traverse en ligne de force votre ouvrage. Comment vous positionnez-vous désormais? Vous positionnez-vous comme un lanceur d'alerte? D'une certaine manière, je peux dire que ça fait 20 ans, 25 ans, avec le succès que vous voyez, que des gens comme moi lançons des alertes. Alors à des degrés différents. Vous avez des communautés, par exemple la communauté épistémique des scientifiques du climat, eh bien c'est depuis les années 90 qu'ils lancent des alertes et comme vous le savez, elles n'ont guère été entendues jusqu'à aujourd'hui. Audrey Pulvar, alors présidente de la Fondation pour la nature et l'homme, regrettait en juillet au micro d'Europe 1 le manque de transversalité des politiques publiques relatives à l'écologie et déplorait également à quel point Nicolas Hulot se retrouvait esselé au sein du gouvernement Macron. Ma question, Dominique Bourg, est la suivante. Quel est le rôle du philosophe? En quoi peut-il réussir à convaincre là où les décideurs ne le peuvent ou ne le veulent? Avant de chercher à convaincre les décideurs, on cherche à convaincre les citoyens. Et si un nombre suffisant de citoyens sont convaincus, on devrait finir par convaincre les décideurs. En tout cas, dans une démocratie, c'est censé marcher ainsi. Maintenant, ce que disait Audrey à l'époque, eh bien, la démission de Nicolas Hulot l'a en quelque sorte vérifié, sanctionné positivement. Effectivement, il n'y avait aucune transversalité. Chaque fois que le ministère de la Transition écologique et solidaire proposait des choses un peu vigoureuses, mais tout simplement à la hauteur des problèmes, eh bien, tous les autres les refusaient. C'est ce qui a conduit ce cher ministre à finir par démissionner, et il a eu raison. Et il a eu raison selon vous. Aucun doute. Vous avez réagi à cette démission dans différents médias. Pour vous, quelle aurait été la solution? Plus s'appuyer sur l'opinion publique?
Alors, pour le coup, d'ailleurs, là, il y a deux événements qui sont intervenus de façon assez récente, hein, depuis la fin du mois d'août, donc la date de démission de Nicolas Hulot. Alors, tout d'abord, sa démission, qui a été vécue comme une espèce de révélateur de l'impossibilité de faire quelque chose, de l'obsession des petits pas, alors que, comme vient nous rappeler le GIEC avec le rapport sur les 1,5 degrés, il faudrait réduire de 45% en 10 ans nos émissions Oui, tout à fait. mondiales. Hein, pour un pays comme la Suisse, c'est pas 45%. Hein. Donc, et nous allons y revenir d'ailleurs. Voilà, hein. Oui. Donc là, on est sur quelque chose de gigantesque. Et donc, évidemment, les petits pas, ça devient complètement ridicule. Alors, cela dit, pour revenir encore à la démission de Nicolas Hulot, hein, pour ma part, c'est depuis le mois de janvier que je le conseillais de démissionner. Mais l'autre phénomène qui on pourrait dire presque en même temps que sa démission, qui est intervenu, c'est que depuis, disons, quelques mois, les grands phénomènes globaux, alors à commencer par le changement climatique, mais il ne faut jamais le considérer tout seul, ça on pourra peut-être y revenir, eh bien, ils finissent par devenir sensibles. C'est-à-dire, les gens s'en rendent compte. Et ils se rendent compte que quelque chose ne marche pas. Alors on va donner quelques exemples pour les téléspectateurs. Mais le premier, c'est la canicule de cet été. L'été donc 2018. Quand on a des canicules, si vous voulez, on a, comment dire, en général c'est très circonstancié. Pensez 2003, très circonscrit, je veux dire, excusez-moi, dans l'espace. 2003, c'était l'Europe de l'Ouest. On a eu affaire à une canicule cette fois-ci qui n'était pas circonscrite géographiquement dans un espace restreint, mais qui a touché tout l'hémisphère nord. À cela s'ajoute le fait que on a connu des températures records. Alors, c'est quoi une température record? En général, notre référentiel remonte à 1880. C'est quand l'on identifie une température pour laquelle on n'a aucun précédent, jusqu'à 1880. D'accord? Donc, eh bien là, ça s'est produit de la Suède jusqu'en Afrique, jusqu'au moins au nord de l'Afrique. Il y a un endroit dans le Maghreb où vous avez eu une température de 51 degrés, 7 dixièmes. Bon, voilà. On a des incendies de forêt en Suède, on n'avait jamais entendu parler de ça. Ou alors, à Noël, en Californie. Donc, les gens voient bien, ils se rendent compte maintenant qu'effectivement, on rentre dans un ordre différent de réalité, que le changement climatique, c'est un phénomène qui s'accélère, qui commence à toucher vraiment directement les gens. À ça, vous ajoutez les cyclones, mais là, c'est plus ancien. Ça fait une dizaine d'années qu'on a dans l'Atlantique Nord des cyclones plus violents que de raison. Donc voilà, on est face à une réalité qui devient sensible au sens, et on l'a vu, par exemple, je vous donne l'exemple des manifestations, que ce soit à San Francisco ou en France, le 8 septembre, vous avez eu jusqu'à 150 000 personnes qui sont descendues dans la rue. Et ces 150 000 personnes, ce ne sont pas des écolos, pour la plupart, c'était des gens lambda, ordinaires, pas excessivement sensibles aux questions écologiques. Auparavant, tous ces grands phénomènes, toutes ces grandes dégradations étaient lointaines, très circonscrites géographiquement et dans le temps. Et donc, les gens pensaient, si vous voulez, que quand on leur parlait de climat, on leur parlait d'un temps très distant et que ça ne les concernait pas. Là, aujourd'hui, quand ils ont passé plusieurs jours avec des températures nocturnes qui ne redescendaient pas en dessous de 31, 39 ou 29 degrés, là, les gens ont plutôt tendance à paniquer. Et donc, ils se rendent compte désormais qu'on est vraiment confronté à un phénomène destructeur, massif et nouveau. Et je le répète, on voit que ça change. Et normalement, si je ne me trompe pas, si ce début de mobilisation se continue, on devrait voir ces questions enfin prendre une place politique majeure, celle qu'elles méritent. Autre sujet brûlant d'actualité, le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, a tiré la sonnette d'alarme en demandant aux différents gouvernements de prendre des mesures conséquentes pour contenir le réchauffement climatique sous la barre des 2 degrés et en ce qui concerne les nations les plus vulnérables sous la barre des 1,5 degrés. Quelle est votre vision? Est-ce que les objectifs posés par le GIEC sont suffisants? En fait, le problème, c'est qu'il faudrait presque absolument éviter une élévation moyenne de la température sur Terre qui serait égale ou supérieure à 2 degrés. Pourquoi? Il y a 2 raisons très simples à comprendre. La première, c'est qu'on crée un désemballement à partir de 2 degrés. C'est-à-dire que vous avez des phénomènes qui s'auto-alimentent. Je vous en donne un. Quand vous avez, si vous voulez, la vapeur d'eau, c'est le premier des gaz à effet de serre, en fait. Donc, quand l'atmosphère se réchauffe parce qu'on augmente le CO2, on augmente la vapeur d'eau.
Mais si c'est le premier des gaz à effet de serre, si j'augmente la vapeur d'eau, j'augmente la chaleur. Si j'augmente la chaleur, j'augmente la vapeur d'eau. Si j'augmente la vapeur d'eau, j'augmente la chaleur. Ça monte en spirale. OK, ça, et puis la forêt amazonienne peut se transformer en savane. Effectivement, l'Antarctique qui commence à fondre sur tout le pourtour, c'est une surprise, on ne s'attendait pas à ça avant la fin du siècle. La fonte augmente, effectivement, le niveau des mers, cette fois-ci, peut, au bout du compte, monter de plusieurs mètres. Voilà, ça c'est l'emballement. Donc, on veut éviter l'emballement. Et la deuxième raison, c'est que, si vous voulez, on est toujours dans ce qu'on appelle le quaternaire. Il y a toujours de la glace aux deux pôles. Et le quaternaire dure depuis 2 600 000 ans. Et durant ces 2 600 000 ans, on a cessé d'alterner entre des ères glaciaires longues, 80, 100 000 ans, et des ères glaciaires courtes, des ères interglaciaires, excusez-moi, courtes, en gros 20 000 ans. D'accord ? Et en fait, quand vous avez une ère glaciaire, la vie se réfugie entre les tropiques, pour dire les choses facilement. Et là, effectivement, durant ces 2 600 000 ans, la température moyenne, par rapport à ce que connaissait la Terre à la fin du 19e siècle, n'a jamais été supérieure à plus de 2 degrés. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on dépasse les 2 degrés, on s'oriente vers une planète chaude. Quand on est entre 3 et 6 degrés, on est vers une planète chaude. Une planète chaude, même si on ne sait pas le calculer totalement, mais c'est très probablement une planète où les espèces qui existent aujourd'hui vont devenir résiduelles et vont pouvoir continuer à exister sur une petite partie de la planète. Alors disons ça à la louche, une planète chaude, c'est très probablement une planète qui ne pourrait pas accueillir plus d'1 milliard d'êtres humains. Je vous rappelle que nous sommes presque 8 milliards, nous le serons très bientôt, que nous serons normalement 10 milliards. C'est ce pourquoi vous plaidez d'ailleurs dans votre livre, vous parlez d'autolimitation. Je vous cite, réduire le flux de matière et d'énergie qui nous ont conduits là où nous sommes, réduire notre empreinte écologique pour revenir à une planète, cesser de considérer le monde comme devant être sans fin exploité et transformé, réapprendre à le contempler. Cela semble pour le moins contradictoire avec l'esprit moderne. La réduction prévisible de la démographie au long cours devrait nous y aider. Il y a deux choses, il y a 2 facteurs de dégradation, il faut bien les comprendre et il faut bien mesurer l'importance de chacun. En fait, le plus gros des dégradations, c'est le niveau de vie de chacun. Tout simplement parce que plus nous sommes riches et plus nous suscitons par nos consommations des flux de matière et des flux d'énergie importants. Aujourd'hui, 50% des émissions de gaz à effet de serre sont dues à 10% de la population. 50% de la population mondiale émettent 10% des gaz à effet de serre. Si je suis un Indien pauvre, je vais émettre 300 kilos. Si je suis un richissime Suisse ou autre, d'ailleurs, en fait, ça ne changera pas grand-chose. Et si je bourlingue autour de la planète pas mal de fois dans l'année, je vais pouvoir émettre largement plus de 100 tonnes de carbone. D'accord ? Donc là, vous voyez, c'est très différent. Selon le mode de vie de chacun, la part de chacun à la destruction des conditions de vie sur Terre est très variable. Alors maintenant, la démographie, évidemment, c'est un facteur important. Mais si je prends les flux de matière, eh bien, un richissime américain ou suisse ou ghanéen, que sais-je, eh bien, il va émettre à lui tout seul, si vous voulez, il va susciter des flux de matière et des flux d'énergie qui sont 100 fois supérieurs, voire plus, à celui d'un pauvre. En revanche, si je regarde les aspects vivants, biodiversité, c'est pas difficile de comprendre que même si je suis richissime, je ne vais pas m'enfiler des hectolitres de café, de jus d'orange, des centaines de petits pains chaque matin. Ce que je fais quand je prends l'avion, en termes de flux de matière. Bon. Et donc là, dès qu'une personne naît sur Terre, elle a besoin d'une certaine superficie pour vivre. Et là, on est plus à l'égalité. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'on a tendance à isoler le climat. Le climat, il faut bien que les auditeurs, les téléspectateurs comprennent que le climat, c'est simplement les conditions favorables à l'épanouissement d'un certain type d'espèces. Et donc là, on parle beaucoup de climat, mais là où on en est en termes de destruction de la biodiversité, c'est terrible. Si on veut comparer ça à une centrale nucléaire, en termes de biodiversité, on commence déjà à voir la fusion du cœur. Sommes-nous donc déjà dans la logique de l'effondrement ?
Ah oui, alors là, sur le vivant, on est déjà dans une logique d'effondrement. Ça, il faut être clair. Donc c'est d'ailleurs quelque chose qui ressort dans votre livre. L'homme doit-il s'adapter maintenant? Est-ce que c'est ça son objectif à cet effondrement, à défaut de pouvoir Alors, le freiner? oui, oui, mais l'adaptation, on ne peut jamais la distinguer, la séparer. Est-ce que c'est déjà la thèse de votre ouvrage? Non, alors, en fait, il faut bien comprendre que nous sommes dans l'Anthropocène. C'est-à-dire que les hommes ont d'ores et déjà exercé un effet irréversible. Lorsque vous regardez les extinctions des espèces dans le passé, et quand on parle d'extinction, c'était quand 75% des espèces vivantes disparaissent, mais attention, à l'époque, dans les extinctions passées, c'est sur plus de 100 000 ans, largement plus même dans certains cas. Et là, on est sur quelques décennies. Faites très attention à ça. C'est pour ça que je vous dis, on est déjà dans la fusion du cœur. Parce qu'on a un rythme de disparition des espèces, on est loin des 75%, évidemment, mais on a un rythme qui est effrayant et qui va être suraccéléré par ce qui nous attend dans les décennies qui viennent, même si on agit pour le changement climatique. Donc, qu'on le veuille ou non, de toute façon, l'habitabilité de la Terre ne sera pas, à la fin de ce siècle, comme elle est aujourd'hui. Mais, très important, nous avons encore la possibilité d'agir vigoureusement, et c'était la demande du GIEC dont vous avez parlé, le fameux rapport dont vous avez parlé. Ce qui nous est demandé, c'est d'agir à une hauteur énorme pour rester sous les 2 degrés, ce qui serait vital pour nous. D'accord? C'est ça qui nous est demandé. Et ça, dans l'absolu, on peut le faire. En tout cas, on peut faire les premiers pas qui nous amèneraient à ça. Et l'intérêt du rapport des 1,5 degrés, c'est que maintenant, on nous dit ce qui va se passer et que tous les gouvernants écoutent bien, pour le coup. Le chemin est tracé. Ceux qui ne veulent rien faire, on n'a aucun mal à les identifier. Et vous avez déjà, la Hollande vient de perdre un procès, vous aurez une multiplication des procès à l'avenir. Vous aurez une multiplication des procès, et en fait, je dirais presque que c'est... Des procès dans une arène, de quelles arènes multilatérales? Alors là, c'est pour le moment, ce que l'on constate, ce sont des procès nationaux. Vous avez un procès qui vient d'être gagné devant le gouvernement hollandais, très récemment, et vous avez de multiples procès de ce type-là qui sont intentés, notamment aux États-Unis, etc. Et donc, ça, évidemment, ce n'est pas les procès qui vont faire changer le gouvernement. Il y a une possibilité, une ouverture pour rendre les gouvernements plus accountable. Voilà, absolument. Et les grands groupes aussi. Les grands groupes. D'ailleurs, Dominique Bourg, que pensez-vous du rôle que devraient jouer les GAFA, donc les géants du web, les Facebook, Microsoft, etc., pour le changement climatique? Non, alors eux, ils sont dans une hypocrisie absolue, si vous voulez. Premièrement, Google, etc., ce sont eux qui financent YouTube. YouTube, c'est la chaîne qui a cherché à décrédibiliser les médias classiques. Le climato-scepticisme s'est beaucoup répandu avec ce genre de médias. Là, alors tout n'est pas forcément volontaire, mais en tout cas, pour le fait de mettre chaque fois en avant d'une part, si vous voulez, les vidéos les plus scandaleuses, celles qui sont bourrées de fake news, c'est les logiciels qui le produisent. Et ça, c'est tout à fait volontaire. Ensuite, deuxième trait qui est très important dans les affaires qui nous concernent, c'est que vous avez des gens qui ne vont jamais entendre quoi que ce soit sur l'environnement. Et on assiste à une fragmentation du paysage de l'information. Et ce qu'a permis le numérique et les grands groupes, c'est de fragmenter ce paysage de l'information, de faire qu'on enferme les gens dans des niches. Si vous êtes climato-sceptique, eh bien, grâce à YouTube, vous ne verrez plus sur votre écran que des vidéos climato-sceptiques. Ça ne va pas vous aider à changer. Une nouvelle terre, Dominique Bourg, ne serait-ce pas pour vous un tournant aussi au niveau des concepts, par exemple celui du développement durable, avec selon laquelle économie de marché et écologie pourraient aller de pair, moyennant quelques réformes. Est-ce des concepts-là que vous avez radicalement altérés? Oui, il ne s'agit pas de supprimer l'économie de marché. En fait, notre problème, c'est que nous sommes confrontés à des flux de matière et des flux d'énergie qui ne cessent d'augmenter. Je vous rappelle que l'an dernier, donc 2017, après une pause de 2 ans, les émissions de gaz à effet de serre sont reparties à la hausse au monde. Les flux de matière croissent depuis le début des années 2000,
plus vite que le PIB mondial. Et c'est ça qui détruit la viabilité de la planète pour l'espèce humaine et les autres espèces qui l'accompagnent. Donc, si on veut continuer à vivre sur cette planète, on n'a pas le choix. Il faudrait qu'on arrive à limiter ces flux. Limiter ces flux, ça ne veut pas dire qu'on sort du marché. Mais c'est très compliqué. Ça veut dire qu'on va caper, qu'on va bloquer à un certain niveau la consommation. Vous-même, Dominique Bourg, vous avez siégé au sein du Conseil sociétal et environnemental d'EDF de 1999 à 2008, quelques 10 années. Quels sont les conseils que donnerait le Dominique Bourg d'aujourd'hui au Dominique Bourg de l'époque ? Je dirais que les choses ont changé, si vous voulez. Années 90, je crois encore au développement durable. Je crois que c'est une illusion totale, mais c'est l'illusion occidentale classique, qu'on allait par des moyens techniques réussir à faire que, en fait, eh bien, à chaque point de PIB, vous ayez des flux de matière et des flux d'énergie qui, eux, allaient décroître. Ben, ça, c'est une absurdité. Et en fait, c'est sûr que ce que demande le développement durable, ben, c'est un peu comme si on demandait à un pizzaiolo de cuire une pizza de plus en plus grosse et grande, avec de moins en moins de pâtes et de moins en moins de garnitures. Vous comprenez bien que ça ne marche pas. Alors comment j'ai pu croire à ce genre d'ânerie Je me pose moi-même la question, mais enfin, en tout cas, à compter du début des années 2000, je me rends compte que ça ne marchera pas, que ça ne marchera jamais, et que là, on est sur une erreur, en fait, hein, et qu'on est sur une mauvaise appréciation de ce que peuvent nous permettre les techniques. Et là, petit à petit, je change, mais je ne suis pas le seul à changer. C'est la quasi-totalité des experts qui, je dirais, entre 2005, 2006 et 2009, 2010, ont tous viré leur cutie. Tout le monde maintenant sait que c'est absurde, que ça ne marchera jamais. Dans Une nouvelle terre, vous faites état de la fin de l'idéologie, d'une croissance infinie. Je vous cite, force est de l'admettre, l'idéologie du progrès selon laquelle l'avancée des sciences et techniques via l'industrie ne pouvait que déboucher sur une amélioration générale de la condition humaine a vécu. A-t-elle vraiment vécu, Dominique Bourg, ou est-elle simplement en train de survivre sous une autre forme ? Alors, vous avez tout à fait raison de poser cette question, parce que certains essaient de la faire survivre, par exemple sous la forme du transhumanisme. Le transhumanisme, voilà. On parle maintenant de numérisation. Oui, alors c'est un effet de la numérisation. Le transhumanisme, c'est une idéologie qui est portée par les GAFA, qui est financée par les GAFA. Ils financent, par exemple, l'Université de la Singularité, et c'est une idéologie qui est là pour que les gens continuent à croire que la croissance va les rendre heureux. Et pour leur faire croire, et je vais y revenir après, à ce mirage, on leur dit, mais vous allez devenir immortels, enfin, ce qui est une stupidité totale. Et en fait, on le voit bien aujourd'hui d'ailleurs avec l'évolution du numérique, et pas que le numérique. Depuis le début des années 70, il n'y a plus de corrélation stricte entre croissance du PIB et augmentation du sentiment de bien-être. Et quand vous regardez les différents pays aujourd'hui, le sentiment de bien-être tel qu'on peut essayer de l'analyser à partir d'enquêtes, n'est plus du tout corrélé au PIB. Ça, c'est le constat. Maintenant, pour l'expliquer, il y a aussi une chose, c'est qu'on voit très bien que le progrès, par exemple, on vous dit, mais attendez, si vous n'avez pas un QI de 150 ou de 180, vous allez être déclassé, vous allez perdre votre boulot, votre savoir-faire va être remplacé par des machines. Attention, vous êtes un paresseux, il y a 8 milliards de gens qui vous concurrencent et qui vont prendre votre place. On a une croissance aujourd'hui qui est destructrice du bien-être. Et effectivement, cette société est surartificialisée qu'on nous promet, elle ne nous rend pas heureux. Et en revanche, au même moment, c'est assez curieux, eh bien, vous avez beaucoup d'études qui vous montrent que l'idée moderne qu'on allait s'épanouir et devenir de plus en plus heureux en s'arrachant à la nature, ça c'est les GAFA, eh bien non, c'est qu'on a besoin de la nature. C'est-à-dire si vous prenez deux cohortes d'individus, une qui vit dans un lieu très arboré, végétalisé, et une cohorte d'individus qui vit au contraire dans un lieu plutôt minéral, où il y a très peu de végétaux, vous verrez que les statistiques des maladies ne sont pas les mêmes, vous verrez que le sentiment de bien-être n'est pas le même, vous verrez que la délinquance n'est pas la même. Et par exemple, ici au CHUV à Lausanne, à l'hôpital hospitalier universitaire, eh bien, les comateux, on ne les guérit plus avec des machines, on les guérit avec des jardins thérapeutiques. Et d'ailleurs, il y a un thème qui traverse en ligne de force votre livre, c'est un retour, un appel à un retour à une spiritualité de notre temps, Dominique Bourg.
Oui, alors je vais essayer d'être très succinct et pas trop complexe là-dessus, mais en fait, ce livre montre que dans toute société, quelle qu'elle soit, il y a deux formes de spiritualité. La première, en général, on ne la désigne pas avec ce terme, et on a tort. Et l'autre, c'est plus classique, je vais y revenir. Donc la première, qui est moins standard, ça consiste à dire que toute société, quelle qu'elle soit, a si vous voulez, une patte, une marque dans la manière dont on reçoit ce que la nature nous produit et nous donne. Si je prends notre société moderne, tout ce que nous la nature, ça n'est rien, ça n'a pas de valeur. Ça ne vaut que pour autant que je peux le transformer, qu'à partir de là, je peux produire et commercer. Être maître et possesseur. Alors voilà, maître et possesseur, ça, mais c'est plus que ça. Il faut vraiment que j'exploite, hein, par la production et ensuite par le commerce. Transformer le donné naturel, Voilà. c'est ce que vous dites. Hein. Absolument, transformer le donné naturel. Et si je ne peux pas le transformer, il ne vaut rien. C'est l'économie néoclassique qui nous dit que les économies, c'est leur vocation, vont détruire jusqu'au bout toute forme de capital naturel. Elles remplacent ce capital par du capital reproductif. On est dans cette logique-là. Et le deuxième Alors, ben justement, aujourd'hui, c'est autre chose qui est en train d'être. De Darwin à aujourd'hui, avec l'éthologie, avec la révolution de la biologie végétale aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, le vivant est un. Nous sommes des êtres vivants. Nous appartenons au vivant. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est l'enquête que je vous disais, il y a plein de choses qui le montrent, on a été forgé par un procès d'hominisation pendant des centaines de milliers d'années. Ce procès, il nous a sans cesse mis au contact du milieu, des plantes, des animaux. Et on arrive à montrer que si on en est séparé, on dépérit. Là, aujourd'hui, si je me rends compte que je suis un vivant comme les autres vivants, même si j'ai des degrés de différence, je ne peux plus considérer le vivant comme simplement une matière à exploitation. Vous voyez bien que le regard que je jette sur ce que la nature produit n'est plus le même. Donc là, on change en ce moment. On change de spiritualité. On passe d'une exploitation, surexploitation indifférente à ces gens, à ces véganes et tout, qui se mobilisent. Comment, qu'est-ce que vous faites avec les animaux, etc. C'est de l'ontologie. La manière dont on voit les choses est différente. Et puis vous avez l'autre spiritualité. Il n'y a pas de société dans laquelle on ne donne pas un modèle de réalisation de sa propre humanité. Et aujourd'hui, la spiritualité qu'on a construite depuis l'après-guerre religieuse en Europe, c'est une spiritualité consumériste. Réaliser son humanité, c'est consommer. Alors, je sais qu'il y en a qui y croient toujours, mais ce que je peux vous dire, c'est que cette croyance-là, aujourd'hui, elle est en train de s'effondrer. Ça ne veut pas dire que les gens arrêtent de consommer. Ça veut dire qu'ils n'en attendent plus la même chose. Et dans la société aujourd'hui, et c'est lié à ce qui se passe dans notre relation à la nature, il y a un désir de spiritualité différente qui est en train d'émerger. Question finale à ceux qui arguent que ce retour à cette spiritualité est aussi artificielle ou utopique à quelque part que celle des technosciences ou celle de la société de consommation que vous... non, vous dénoncez. Alors utopique, c'est d'ailleurs pas le mot, elle est en train de se réaliser, elle va se réaliser. Alors si vous voulez, elle est très différente de l'artificiel, parce que l'artificiel, on se rend compte aujourd'hui, que la croissance du PIB crée plutôt des dégâts, détruit la nature qui nous fait vivre, finalement détruit notre bien-être, détruit nos relations sociales, que cette espèce de course folle au progrès est morbide. Et les transhumanistes sont en train d'essayer de nous convaincre de l'inverse, parce qu'ils ont tout intérêt à ce qu'on ne le croit pas. Mais tous les indicateurs nous montrent qu'ils se trompent et que ce n'est pas du tout ce qui est en train de se produire. Et l'autre, c'est un mouvement qui, si vous voulez, c'est un mouvement qui commence, mais il se suffit à lui-même. Si vous redécouvrez l'importance pour vous du contact à la nature, quand vous faites une balade en forêt, quand vous faites une promenade en montagne, vous n'avez besoin de rien d'autre que de faire une promenade en montagne et que d'en tirer du plaisir. Donc il n'y a pas d'illusion à avoir. Ça se suffit à soi-même. Et c'est ça, cette spiritualité. Dominique Bourg, merci d'être venu nous présenter votre nouvel ouvrage, Une nouvelle terre, sur le plateau de Face à Face. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le futur ? Bien, écoutez, que le GIEC, par exemple, soit plus entendu qu'il ne l'est. C'était le mot de la fin. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.